Flap your wings and one day you will fly. Frédéric Amariutei est le directeur gérant de WL Gore & Associates, Gore. Si, vous connaissez, Gore-Tex, ça vous dit quelque chose ? C'est la référence en termes d'imperméabilité. Un tissu imperméable et respirant, indispensable à vos vêtements de ski, par exemple. Mais Gore, c'est encore plus que ça. Pour Frédéric, ça se résume en 3 éléments fondamentaux pour le groupe. La motivation, les compétences et la capacité à répondre aux besoins de l'entreprise. Des piliers qui structurent cette entreprise créée Libérée en 1958. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Frédéric. Bonjour Grace. Frédéric, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce podcast pour une raison qui est très simple. En fait, depuis la création de ce podcast, j'ai un ouvrage de référence qui s'appelle Liberté et compagnie, qui a été écrit par Isaac Getz et il vous cite dans cet ouvrage. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir vous avoir à mon micro. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est vraiment amusant que vous parliez d'Isaac parce qu'il est venu nous voir il y a moins d'un mois avec une entreprise pour qui il donnait un peu de coaching et il avait à cœur de pouvoir avoir un témoignage direct de notre part sur notre façon de fonctionner, notre culture d'entreprise, notre façon de gérer le leadership, etc. Donc, et c'est une personne vraiment très intéressante, Isaac. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. C'est super que, en tant qu'entreprise, vous accueillez des entreprises, pas forcément pour les former, mais en tout cas pour montrer ce qui peut se faire. En fait, on partage effectivement, on a à peu près entre 3 et 4 entreprises qui nous contactent chaque année ils sont intéressés en fait, ils peuvent comme vous lire des choses sur notre façon de fonctionner, ils sont intéressés à comprendre parce que eux-mêmes vont dans une démarche de ce qu'ils appellent les entreprises libérées. Et c'est vrai que c'est dans notre ADN, puisqu'on est né comme ça en fait, et que alors on partage comment on fonctionne. On leur dit pas comment faire, mais on leur explique comment nous fonctionnons, et après ils peuvent peut-être être intéressés par certaines choses que nous avons en place naturellement en fait depuis le début. Vous, ce qui est intéressant avec vous, Frédéric, c'est qu'en fait vous avez commencé votre carrière chez Gore, et ça fait presque 40 ans que vous êtes chez Gore. Oui, ça va faire presque 37 ans en effet, et je m'attendais pas du tout à rester aussi longtemps, mais j'y ai vraiment trouvé mon compte en termes d'environnement, de relations avec les gens, de valeurs humaines, et puis de façon de fonctionner au niveau d'une entreprise. Quand vous êtes arrivé, vous étiez responsable produit, c'est ça ? Alors effectivement, moi je suis de formation d'ingénieur chimiste en fait, et on recherchait un responsable produit pour une fabrication de câbles que nous avions dans la région parisienne. D'accord. Et après, vous avez petit à petit monté... Alors, j'ai envie de dire, l'expression, c'est monter les échelons. Oui, non. Alors, justement, nous... non. En fait, on est plutôt dans un mode en termes de fonctionnement, de voir qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entreprise, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, il n'y a pas vraiment une structure hiérarchique pyramidale, même s'il y a une structure qui existe, bien sûr. Et lorsqu'on a restructuré un peu nos fabrications au niveau mondial, et que la fabrication française a été consolidée avec les fabrications européennes, j'ai regardé ce que j'aimais faire et en fait j'aimais être en interface avec les clients, donc je suis rentré naturellement vers la vente et vers certains marchés. À l'époque c'était l'automation, l'informatique, les télécoms, et puis bon, j'ai continué à faire des choses qui m'intéressent, notamment en termes de leadership par rapport au sud de l'Europe sur des équipes de vente. Après, de façon plus globale au niveau mondial sur les structures de support client entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Et puis, au même moment, j'ai repris un peu la direction de la structure SARL, mais c'était pas vraiment un rôle business en tant que tel, c'est plus un rôle légal, je dirais. Et en parallèle de ça, j'ai maintenant une responsabilité de développer les marchés de l'aérospatiale et de la défense pour l'Asie et l'Europe, c'est-à-dire les applications qui sont à 3-5 ans, comprendre ce que les clients vont avoir besoin et pour nous de développer les technologies qui peuvent être utiles et valorisantes pour nos clients. Aujourd'hui, s'il faut vous donner un titre, ce serait quoi du coup ? On peut dire directeur France ? Alors oui, mais directeur France, en fait, c'est que 15% de mon temps. Mon rôle réel, c'est plutôt le développement marché Asie, Europe, aérospatiale et défense. D'accord. Voilà. D'accord. C'est hyper intéressant parce que c'est justement de voir que vous avez commencé à un poste dans l'entreprise et puis que
au final, cette entreprise-là permet de toucher un petit peu à tout, de découvrir plein de choses, et puis de grandir, disons, dans l'entreprise. À la fois, vous faites preuve d'une fidélité à en faire pâlir énormément d'entreprises finalement. Et puis en plus de ça, vous montez en compétences. Donc ça doit être aussi, j'imagine, très très enrichissant d'avoir un parcours comme celui-là dans une entreprise comme celle-là. Bien sûr, on travaille beaucoup, ou plutôt on valorise énormément l'individu au sein de l'entreprise et on en parlera peut-être. Mais il y a une notion qui est très forte chez nous et je pense que vous la connaissez, c'est la notion de ce qu'on appelle le sweet spot. Et qui est simplement le fait de comprendre avec chaque individu, et on est 11 000 personnes, donc c'est vraiment pour chaque individu, quelles sont ses motivations en termes de ce qu'il a envie de faire, quelles sont ses compétences, et ce sont des compétences qu'il peut bien sûr avoir ou développer, et puis quel est le besoin de l'entreprise. Parce que bien sûr, il faut que ça soit... Et quand on arrive à mettre ces 3 points en adéquation, c'est-à-dire être dans le centre d'intersection de ces 3 bulles, à ce moment-là, on sait que la personne va complètement s'épanouir. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai eu cette réflexion de qu'est-ce que j'aime faire, je me suis rendu compte que j'aimais finalement être en interface avec les clients, que j'avais une compétence que j'avais développée au sein de ma responsabilité produit, mais que je devais encore développer. Et la société avait besoin de ce rôle. Donc, naturellement, je me suis retrouvé dans ce rôle et je me suis épanoui. Et puis, à un autre moment donné, j'ai trouvé intéressant de pouvoir coacher un peu les gens, les aider à se développer également au niveau de la vente. Parce que j'avais moi-même avec une certaine expérience que je voulais partager. Et naturellement, cette position de sales leader, comme on dit chez nous, est arrivée. Et bien sûr, il faut que la compétence soit également reconnue par d'autres personnes qui pensent que vous êtes la bonne personne pour ça. Mais toujours cette notion un peu de finalement trouver votre place. Et c'est pour ça, justement, que être un leader, c'est pas un titre chez nous. C'est un rôle que vous assumez à un moment donné. Et dans mes 36 ans de carrière, j'ai été leader, puis pas leader, puis leader à nouveau. En ce moment, je suis pas sûr d'être leader, en fait, dans ce que je fais, mais je m'éclate dans ce que je fais, donc c'est super. On va expliquer un petit peu à nos auditeurs, parce qu'en fait, Gore est une entreprise libérée depuis sa création, donc 1958. Entreprise libérée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire énormément de choses, finalement. Disons qu'il y a autant d'entreprises libérées que d'entreprises qui veulent se libérer, finalement. En quelques mots, on peut dire que c'est une entreprise du coup où il y a peu de hiérarchie, voire pas du tout. Chez vous, par exemple, il n'y a pas de manager. Comme vous le disiez, ce sont des leaders qui sont élus. Mais concrètement, il y a quand même une structure dans cette entreprise. Alors, comment ça se passe ? Oui, c'est-à-dire qu'on utilise le terme de leader parce que c'est vraiment le terme de guide. C'est-à-dire une personne qui va par rapport à une équipe, d'abord être reconnu par l'équipe, donc vous n'êtes pas leader si vous n'avez pas de followers, donc de gens qui vous suivent, et puis c'est une personne qui va plus coacher et influencer que commander et contrôler. Ça c'est une notion très forte chez nous, et bien sûr il y a différentes dimensions qu'on associe au rôle de leader. Mais de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, ce serait faux, puisqu'on a un CEO, on a des leaders de division, il y a 3 divisions, après on a des leaders de marché ou des leaders de plainte, etc. Mais disons que dans cette structure que nous appelons une structure en lattice, comme un réseau, c'est une structure en fait où la communication est vraiment directe à tous les niveaux, c'est-à-dire que n'importe qui dans l'entreprise peut communiquer avec n'importe qui. Ça nous paraît très important parce que, pour revenir à votre question sur l'entreprise libérée, ce que ça veut dire, et à la limite c'est peut-être mon interprétation, mais pour nous l'entreprise libérée c'est une entreprise qui permet en fait de vraiment valoriser le potentiel humain de chacun. Parce qu'on part du principe que tout le monde peut apporter quelque chose pour l'entreprise, tout le monde a une richesse et que il faut mettre en place une structure qui va permettre en fait aux individus d'abord de trouver leur sweet spot, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais également finalement de pouvoir contribuer au niveau de l'entreprise avec tout ce qu'ils peuvent apporter par leur expérience, leur culture, leurs différences, c'est très important. Et puis après, bien sûr, de comprendre comment ils contribuent au niveau de l'entreprise. Ça, c'est encore d'autres notions qui sont également très importantes chez nous. Et du coup, si vous arrivez à mettre une structure, un environnement de ce type, d'abord, vous avez une richesse interne qui est énorme. Encore faut-il savoir la valoriser et c'est pour ça que la communication directe, sans passer par des strates qui vous bloquent, est très importante parce qu'il faut pouvoir aller chercher les compétences qui existent au sein de l'entreprise en justement créant votre réseau et puis en pouvant avoir une communication directe. Et à partir de là, vous avez besoin bien sûr d'un espèce de garde-fou et ce garde-fou c'est le leader. C'est-à-dire que c'est la personne qui va à un moment donné par rapport aux stratégies qui sont décidées, par rapport aux objectifs, qui va fédérer l'équipe
pour lui permettre d'avancer, mais ensemble, en fédérant toute cette richesse, parce que le côté positif, c'est vous avez une richesse et vous allez la valoriser, mais quand vous avez tout le monde qui peut s'exprimer et exprimer ses idées, vous devez à un moment donné réussir à fédérer tout ça. Et du coup, le leader a un rôle très important parce que il peut fédérer et aider les gens à avancer, même s'ils sont divergents au niveau de leurs opinions sur la façon d'adresser des problèmes, de par le fait qu'il est reconnu en tant que leader et que par conséquent, si à un moment donné, il y a besoin de trancher, c'est lui qui va trancher, il en a l'autorité, mais il aura de toute façon le support de tout le monde parce qu'il est reconnu par tout le monde comme leader. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Alors, est-ce que c'est parfait tout le temps? Bien sûr, non, je ne veux pas non plus idéaliser, mais franchement, moi, depuis 37 ans, je trouve que ça marche bien quand même. Ouais, c'est ce que vous disiez. Vous avez vous-même été leader, puis ne l'avez plus été, etc. Donc en fait, le leader, il est élu par ses pairs. Oui, et puis on décrit ça comme quelque chose de situationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était logique pour moi d'être leader par rapport à un besoin d'entreprise. Quand j'ai été leader, par exemple, de la structure globale de support client de ma division, quelques années plus tard, on a regroupé 2 divisions dans la mienne. J'ai aidé à ce regroupement pour harmoniser les équipes. Puis à un moment donné, avec les gens qui avaient en place, je me suis dit, finalement, j'ai plus ma place dans ce rôle. Il y a des gens très compétents, qui sont très bien. Et je me suis demandé à nouveau, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'aime faire? Et du coup, je suis revenu un peu plus sur le terrain, avec le rôle que j'ai aujourd'hui, de m'occuper de la vision des marchés à plus long terme dans un domaine particulier que j'ai même découvert parce que je ne le connaissais pas très bien d'ailleurs. Le domaine de l'aérospatiale et de la défense. Mais c'est passionnant. Hein. Oui, j'imagine. Surtout malheureusement en ce moment. Mais bon. Les salariés de Gore s'organisent du coup en équipe autour de leur leader. Et en fait, cette organisation, elle vient impacter énormément de sujets dans l'entreprise, comme la gestion des plannings, la gestion des congés, les décisions d'investissement, ce genre de choses. En fait, toute l'entreprise est vraiment organisée un petit peu en tribu, on pourrait dire. Alors, disons que les équipes sont fonctionnelles. Par exemple, une équipe de vente dans un marché particulier, ou une équipe au niveau d'une production, au niveau des corporates dans les fonctions RH, dans les fonctions IT, etc. Il faut différencier une équipe fonctionnelle d'une équipe qui fonctionne ensemble. C'est-à-dire, par exemple, une personne dans la vente fait partie d'une équipe fonctionnelle de vente, mais les gens avec qui il va travailler au quotidien, ça va être la personne en interne qui s'occupe des commandes, le responsable produit, l'ingénieur d'application. Ça, c'est sa véritable équipe au quotidien. Après, il fait partie d'une équipe fonctionnelle où il va être comparé peut-être à ses pairs en termes de performance. Donc, il y a un peu 2 niveaux d'équipe, je dirais. Mais de toute façon, alors nous, l'esprit, quand on parle d'équipe, c'est vraiment l'équipe des gens avec qui vous travaillez au quotidien. Pas forcément votre homologue qui travaille dans la vente et qui couvre un marché sur le territoire à côté du vôtre. Et on veut fonctionner en petites équipes pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on s'est rendu compte que des petites équipes sont beaucoup plus mobiles en termes de prise de décision, bien sûr avec un leader qui va les guider selon certaines dimensions. Et surtout, ça permet à chacun dans l'équipe d'abord de pouvoir apporter toute sa richesse de compétences et d'entrepreneurship entre guillemets. Également, ça permet à chacun de comprendre comment il contribue pour l'équipe et de ne pas être noyé dans quelque chose de gros pour lequel il travaille au quotidien, mais finalement il ne sait pas comment ce qu'il fait impacte le succès de l'équipe. C'est important pour nous que chacun comprenne comment ce qu'il fait au quotidien va impacter le succès de l'équipe par rapport aux stratégies et aux objectifs de l'équipe. Et surtout, encore plus important, enfin aussi important, de s'assurer que cette contribution soit reconnue au niveau de l'équipe et surtout que toutes les décisions que nous pouvons prendre et qu'un leader finalement peut être amené à prendre soient toujours prises à partir des gens les plus compétents de l'équipe. Donc il est important pour l'équipe de comprendre où sont ses compétences et en fonction du sujet abordé, la personne qui sera vraiment compétente pour le sujet ou les personnes qui seront compétentes pour le sujet seront toujours impliquées et leur avis va impacter définitivement la décision finale. C'est pas forcément le leader qui prend la décision ou la décision de leader à un moment donné peut être challengée avec les personnes les plus compétentes pour se rendre compte que finalement la décision est plutôt celle proposée par l'équipe que celle proposée par le leader. Mais c'est toujours le leader qui tranche en finale, bien sûr. Oui, d'accord, ok. Mais en ayant bien écouté l'ensemble des parties prenantes, quoi. Oui, et puis si les personnes les plus compétentes ont vraiment raison, le leader va pas être non plus stupide pour imposer une c'est quand décision même qui serait...
C'est quand même une organisation qui est assez particulière, d'autant plus que vous êtes 1000 collaborateurs, je pense, Gore. C'est quand même une grosse entreprise. C'est 11 000 personnes et à peu près 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Donc 11 000 collaborateurs, c'est quand même une grosse entreprise. Comment est-ce que vous formez, au final, les nouveaux arrivants à cette culture-là ? Alors, je pense qu'il y a déjà une pré-étape qui est au niveau de l'embauche. C'est-à-dire que un des critères les plus importants pour nous quand on embauche, c'est la capacité de la personne de s'intégrer dans une structure telle que la nôtre. Et lorsqu'on se loupe au niveau d'une embauche, c'est parce qu'on a mal cadré cette capacité. Et c'est là justement qu'intervient le sponsor dont vous parlez. Alors, vous parliez de la formation, effectivement. Donc, en fait, quand vous rentrez dans l'entreprise, donc ça, c'était la pré-étape. Mais après, il y a deux choses. Vous formez, bien sûr, sur les produits, éventuellement sur les marchés si vous n'apportez pas cette compétence, etc. Mais après, il faut vous apprendre à naviguer dans l'entreprise. Alors, la navigation dans l'entreprise, elle a deux niveaux. Elle a un niveau d'abord de terminologie. Parce que comme toutes les entreprises, on a on pourrait presque créer un dictionnaire. On l'a jamais fait, mais je pense que ça serait marrant de le faire parce que vous avez plein d'anglicismes, un lexique tout à fait. Et puis le sponsor après vous aide également à créer votre réseau parce que vous avez compris que un des points clés pour nous, c'est de créer ce réseau qui permet en fait d'aller chercher la compétence où elle est. Par rapport à des questions que vous pouvez vous poser, c'est vrai pour le leader, mais c'est vrai pour les associés au quotidien. Et le sponsor va, en fonction de ce pourquoi vous rentrez dans l'entreprise, va vous aider à commencer à bâtir ce réseau, à comprendre comment l'entreprise fonctionne, à décoder donc cette terminologie, ce lexique. Donc il est là. Et ça, c'est vraiment le début. Et après, le sponsor va plus avoir un rôle de développement au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va vous aider à vous développer. Alors le leader, bien sûr, a son rôle, puisque le leader, lui, va avoir le souhait de vous développer au niveau fonctionnel, dans la fonction que vous avez. Mais le sponsor, lui, a une vue plus globale de ce développement. Et justement, si à un moment donné, votre sweet spot n'est plus forcément dans le rôle que vous avez, mais dans autre chose, le sponsor est une bonne personne neutre pour commencer à peut-être à envisager ce genre de choses, jusqu'au moment où ça a mûri à un point où il faut impliquer le leader en disant moi j'aimerais évoluer vers ça, je vais sortir peut-être de ton équipe s'il y a une offre, et si le leader est vraiment dans la culture de l'entreprise, il va supporter le process, parce que ça sert à rien de garder une personne parce qu'elle est performante dans son équipe si au bout du compte elle va être démotivée parce qu'elle ne peut pas aller vers son sweet spot justement dont on parle. Alors après, il faut qu'il y ait les opportunités au sein de l'entreprise par rapport au sweet spot que vous avez, mais ça, bien sûr, ça fait partie de la règle du jeu. Donc le sponsor, c'est un petit peu un parrain, en fait. Ça, oui, on l'a traduit par tout à fait plein de termes différents, mais parrain est une bonne terminologie. Il a aucun rôle, aucune fonction entre guillemets hiérarchique comme le leader. Alors il peut arriver qu'un leader soit leader et sponsor, mais on le déconseille parce que il y a un peu un conflit d'intérêts. Oui, forcément. Mais ça arrive parfois. En fait, l'entreprise, du coup, se structure, disons, entre des leaders élus et des sponsors qui vont accompagner, disons, le développement professionnel et personnel. Et qui sont élus également. Hein. Vous rentrez dans l'entreprise, on vous donne un sponsor, mais après vous le choisissez complètement. D'accord. Mais Frédéric, c'est pas parce qu'il n'y a pas de supérieur hiérarchique à proprement parler. Oui, indirectement, si. Il y a quand même des gens responsables. En fait, c'est ça. Non, mais le sujet, il est là. C'est qu'en fait, même si, disons, on n'est pas dans une structure pyramidale telle qu'on peut la visualiser dans une majorité d'entreprises aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui prennent des décisions. Donc, il y a des règles, en fait. Bien sûr, tout à fait. Quelles sont ces règles ? Ce qu'il faut essayer de comprendre au niveau de l'entreprise, c'est que d'abord, en tant que leader, c'est normal de se faire challenger. C'est-à-dire que je ne peux pas venir moi en tant que leader et d'imposer une décision. Je suis obligé en tant que leader, d'abord, si je prends une décision, de l'expliquer. Et puis si je l'ai prise alors qu'elle implique l'équipe en termes de conséquences, ça ne passera pas. Et à un moment donné, l'équipe va dire non, c'est pas le leader qu'il nous faut parce qu'il ne nous implique pas dans des décisions où on va être impacté. D'accord. Donc déjà, c'est un mode de leadership qui est différent d'un mode de contrôle et de commande. C'est ce que je disais au début par rapport à un mode où vous allez plutôt coacher, aider l'équipe à avancer et influencer dans le sens positif du terme, pas le sens négatif. C'est pas de la manipulation non plus. Mais il y a quand même une structure où vous allez dire le responsable de vente pour la France, c'est monsieur un tel sur tel marché, ou pour l'Europe, ou le responsable de la division. Donc vous pouvez mettre des noms quand même sur des responsabilités comme d'autres entreprises. Mais la façon de gérer, alors je vais dire le management, même si c'est un terme que j'aime pas, mais ce leadership est complètement différente en termes d'interaction, en termes de communication, en termes de prise de décision. Si vous le comprenez, ça n'a pas du tout le même critère. Mais il est basé forcément d'abord sur la confiance entre les individus et sur la reconnaissance du leader.
Et votre question était? Quelles sont les règles en fait? Alors, en fait, alors je ne sais pas si on peut dire des règles, mais disons que nous avons établi 4 principes de fonctionnement. Ah oui, derrière vous, il écrit freedom, donc pour liberté, fairness, waterline et alors le dernier, je le vois pas. Commitment. Voilà. D'accord. Et en fait, le fondateur, qui était un visionnaire, hein, et qui était influencé par des choses comme la pyramide de Maslow, comme la théorie XY de McGregor, etc. S'est dit, moi, je vais pas mettre de règles d'entreprise parce que de toute façon, il y a tellement de cas différents, de situations différentes, qu'on peut pas mettre quelque chose qui va couvrir toutes les situations. Mais je vais évoquer 4 principes auxquels tous les associés, alors les associés GOR, pourquoi nous sommes associés GOR? Parce que nous sommes tous intéressés à l'action de l'entreprise. Donc là, je fais un aparté. Donc on ne parle pas d'employés ni de collaborateurs chez nous, on parle d'associés à cause de cet actionnariat qui est global. Okay. Mais toutes les personnes de l'entreprise, en fait, lorsqu'elles se demandent comment agir au sein de l'entreprise, vont finalement suivre ces 4 recommandations qui sont la fairness, c'est-à-dire je vais essayer le plus possible d'être honnête avec mes partenaires, avec les clients, avec nos fournisseurs. Le terme essayer parce que parfois peut-être qu'on peut se louper, mais il y a vraiment ce souci et parfois on peut appeler ce principe-là quand dans une décision on se rend compte que la décision ne suit pas le principe de fairness. Donc ça c'est vraiment très fort chez nous. Après il y a un principe de freedom, de liberté, mais pas de liberté de faire ce qu'on veut, mais de liberté de se développer dans l'entreprise. Donc vous avez le droit de vous développer dans l'entreprise. D'ailleurs, on n'a pas de budget formation, c'est plutôt open bar en fonction de vos besoins. Et ça se passe très bien parce qu'on pense que le développement des uns et des autres, vous êtes d'ailleurs responsable de votre développement. Vous pouvez demander de l'aide, mais en termes de formation et tout, mais on espère que vous allez prendre en main votre propre développement et vous avez la liberté donc de vous développer et d'aider les autres à se développer. Après, il y a la notion de commitment. Et ça, c'est une notion très forte où finalement votre rôle, vous allez vous engager sur ce que vous allez faire dans votre rôle. C'est-à-dire que c'est pas, moi j'ai le rôle que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est pas, on va pas me dire tu dois faire ça, ça et ça. Je connais mon rôle, je connais les objectifs et je vais venir avec des propositions sur comment je compte faire mon rôle. Alors mon leader va peut-être me challenger sur certains points, mais au bout du compte, c'est vraiment moi qui va bâtir la manière et ce que je vais faire à l'intérieur de mon rôle et c'est mon commitment. Donc il y a vraiment, si vous voulez, c'est que il y a vraiment un engagement de la personne dans la définition de ce qu'il va faire pour l'entreprise. Et ça, c'est important, plutôt que d'imposer à une personne comment il va fonctionner et ce qu'il va faire. C'est la notion de commitment. Et la dernière waterline, qui peut être la règle qui nous permet finalement de cadrer un peu tout ça, c'est de dire chaque fois que je vais prendre des décisions, en fait, on est tous dans un bateau. Et je crois qu'on en avait déjà parlé. On est tous dans un bateau et quand on prend une décision, c'est comme si on avait une perceuse dans la main. Et potentiellement, cette perceuse, on peut faire un trou si on se loupe dans la décision, soit au-dessus de la ligne de flottaison, ce qu'on appelle la waterline, ou en dessous de la ligne de flottaison. Et la différence, c'est que si on fait un trou au-dessus, le trou peut être plus ou moins gros, ça peut coûter de l'argent de le boucher, mais le bateau n'est pas à risque. Si on fait un trou sous la ligne de flottaison, l'eau va rentrer et si le trou est gros, le bateau risque de couler. Et en fait, la notion, c'est de dire quand vous prenez une décision, vous devez comprendre si la décision que vous prenez, elle est au-dessus de votre ligne de flottaison ou en dessous. C'est vraiment une notion qui est personnelle et en fait qui s'adresse au fait que quand vous prenez la décision, vous avez suffisamment de compétences ou pris suffisamment d'informations autour de vous pour prendre la décision. Et quand vous sentez, et ça c'est vraiment, mais ça marche tellement bien que moi j'en suis toujours étonné de voir que finalement ça fonctionne et que tout le monde l'applique. Sans qu'il y ait de dérapage. Finalement, en 37 ans, j'ai dû voir une fois une waterline mal gérée. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision, vous savez si vous êtes au-dessus ou en dessous de votre ligne de flottaison. Et quand vous êtes en dessous, c'est-à-dire que vous vous dites là, je risque de faire un trou dans le bateau et en plus, parce que j'ai pas tous les éléments, je me sens pas sûr, vous allez consulter autour de vous. Vous allez consulter les gens compétents, votre leader, votre sponsor, donc le réseau que vous avez développé. Et une fois que vous êtes assuré dans votre décision, qui peut d'ailleurs être plus du ressort du leader par exemple, et vous allez la prendre et vous allez avancer. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous vous développez dans votre rôle, vous allez abaisser cette ligne de flottaison. Ça veut dire que de plus en plus, vous allez prendre des décisions où vous vous sentez à l'aise. Et puis tout d'un coup, comme moi, vous changez de rôle, puisque j'ai changé de rôle peut-être 5-6 fois dans l'entreprise, vous allez tout d'un coup remonter votre ligne de flottaison parce que à nouveau, vous êtes moins à l'aise dans ce rôle et ça se fait naturellement et vous le savez. Vous savez quand vous êtes au-dessus ou en dessous. C'est tellement évident. Ça demande une prise de conscience aussi, une réflexion sur sa propre place, son propre niveau de compétence. Enfin, ça demande vraiment de l'introspection, en fait. Alors, c'est naturel et c'est d'autant plus supporté que, comme je vous le disais au début de l'interview, le fait de demander chez Gore n'est pas montrer une faiblesse dans ce que vous êtes. J'ai pas besoin de montrer mes compétences, de les prouver au quotidien. À partir du moment où je rentre chez Gore,
vous rentrez chez Gore, les gens vous font confiance. Vous avez 100% de la confiance. On comprend que vous n'êtes pas performant sur tout. Vous allez faire des erreurs. D'ailleurs, les erreurs sont importantes et on encourage de faire pas à faire des erreurs, mais à prendre des risques qui peuvent conduire à faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. On apprend à la limite plus de ses erreurs que de ses succès. Je cite une citation très bateau, mais c'est très vrai. Et du coup, comme vous êtes rassuré dans le fait de demander, n'est pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à une pseudo-compétition interne qui n'existe pas, du coup, vous allez le faire spontanément. Du coup, la gestion de la waterline est plus simple parce que je sais pas, je vais demander. Et puis du coup, les gens vont m'apporter les éléments dont j'ai besoin pour prendre ma décision. C'est vrai que vous l'avez un petit peu dit jusqu'ici, mais il y a quelque chose qui fait partie de l'ADN de Gore, c'est justement l'entraide, le fait que personne ne doit être mis en compétition. Ça se ressent jusque chez les commerciaux qui n'ont pas qui ont un fixe, en fait, qui n'ont pas de variable, parce que l'idée, c'est qu'ils ne soient pas mis en compétition les uns avec les autres, mais bien qu'ils soient dans une relation d'entraide, d'écoute, de complémentarité dans leur équipe. Alors, dans notre structure, oui, tout à fait, dans notre structure salariale, il n'y a pas du tout de part variable comme vous pouvez le voir dans d'autres entreprises, pardon. Il y a une part variable, mais elle n'est pas liée à votre performance individuelle. La part variable, elle est liée au résultat global de l'équipe ou de la division. Donc ça, on est tous dans le même bateau, si vous voulez. Votre performance personnelle, elle va impacter votre fixe. Donc alors à partir de là, la performance, elle est basée sur quoi? Sur ce qu'on appelle la contribution. Alors qu'est-ce qu'on met dans la contribution? Pour un vendeur, la contribution, c'est pas seulement de faire du chiffre d'affaires. Bon, c'est important, c'est comme ça qu'on vit, c'est évident, mais c'est aussi comment il s'intègre dans cet environnement culturel. Et vous l'avez très bien mentionné, comment il peut également, potentiellement, s'il est très compétent, aider d'autres personnes à être performants. Et quand on évalue une contribution, et je donne souvent cet exemple, je me souviens d'un collègue italien qui était très performant et très fort, ou du moins très compétent sur un domaine d'activité particulier sur son marché. On avait une personne nouvelle en Espagne. Il a passé du temps à venir en Espagne pour aider cette personne auprès des clients, pour lui montrer comment on peut vendre la valeur ajoutée, etc. Son chiffre d'affaires, pendant ce temps-là, était un petit peu stagnant. Mais le leader, lui, était conscient de cette situation. Donc, il savait très bien que ça risquait d'impacter un petit peu le chiffre d'affaires du collègue italien. Mais c'était très valorisant parce que, du coup, au bout de quelques temps, on avait 2 personnes compétentes, finalement. Et c'est encore plus enrichissant pour l'entreprise puisque quand on aide une autre personne à se développer, c'est le principe de Freedom, on augmente la valeur de l'entreprise, puisque la valeur de l'entreprise, on le sait tous, ce sont les individus, ce ne sont pas les produits. Les produits viennent parce que des individus sont compétents, les développent, etc. Donc en fait, le leader, il est là pour jauger un petit peu de la contribution de l'associé, et puis en fonction de ça, faire en sorte qu'il y ait une valorisation salariale. Alors oui, mais il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que dans notre système d'évaluation de la contribution, il y a une interrogation qui se fait auprès des gens avec qui vous travaillez. C'est-à-dire que c'est pas un leader à qui on va dire tu as 3% de budget et tu vas le répartir sur les gens dont tu es leader. Le leader va faire partie d'abord d'une petite équipe qui va regarder la contribution d'un groupe d'associés qui sont dans la même fonction, où tous les associés sont sûrs, les associés qui sont évalués sont tous sûrs d'avoir quelqu'un qui les représente en termes de comprendre leur contribution. Et après, il y a une interrogation qui se fait, alors je ne vais pas vous donner tous les détails, mais qui se fait au niveau global pour être sûr qu'on a un feedback qui nous revienne par rapport à l'évaluation de la contribution des gens que nous avons à évaluer la contribution et après évaluer la compensation. Et donc ça demande bien sûr un processus au départ. On se réunit en tant que leader ou même d'autres personnes qui ne sont pas forcément leaders pour après évaluer la contribution relative de chacun. Donc imaginez que vous ayez une liste de 10 personnes ou 15 personnes dans une fonction donnée. On va essayer en fait de classer ces individus en termes de qui contribue le plus à qui contribue le moins dans la liste. Mais attention, celui qui contribue le moins dans la liste n'est pas forcément le vilain petit canard. C'est simplement quelqu'un qui contribue moins que celui qui est devant lui, etc. Et dans cette évaluation de contribution, on met tout un tas de paramètres qui sont le respect de son commitment, comment il est performant dans ce qu'il fait, comment il est dans la culture de l'entreprise. Il y a toujours ce qu'il fait et comment il le fait.
qui prend en considération. Et une fois qu'on a fait ça, c'est le plus gros du travail, parce que c'est cette contribution relative. On va voir sur des benchmarks extérieurs comment les gens se situent dans ce rôle qu'ils ont en comparant ce rôle par rapport à des valeurs extérieures, et on essaye d'être compétitif par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et que la personne qui contribue le plus ait un salaire relatif supérieur à celui etc. Alors, quand vous voyez la courbe, c'est pas tout à fait linéaire, hein, il peut y avoir des sauts, surtout qu'une personne peut à un moment donné dans le classement baisser ou monter. Mais ça nous permet d'essayer de faire, c'est une question de fairness, c'est-à-dire d'être fair en interne sur comment on va récompenser les gens par rapport à la contribution et comment on est fair et comment on est compétitif par rapport à l'extérieur. Alors après, il y a tout un processus derrière qu'on ne va pas expliquer ici parce qu'il nous faudrait... Des heures et des heures. Non, peut-être pas, mais ça prend du temps, mais ça fait partie de cette culture d'entreprise parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent en termes de processus, en termes de réunions, etc. dans l'année. Mais d'un autre côté, à partir du moment où vous dites on veut que les associés comprennent comment ils contribuent pour l'entreprise, qu'ils soient valorisés par ça et qu'ils soient donc récompensés pour ça, toutes les étapes sont importantes. Et on veut être sûr que tout le monde comprenne qu'on a un système d'évaluation de la contribution de la compensation qui n'est pas arbitraire, mais qui est le plus fair possible. Et je pense que ce processus l'est. Ouais. En fait, pour revenir un petit peu sur tout ce qu'on a dit jusque-là, donc Gore est une entreprise où tout le monde est associé, où les leaders, les sponsors sont élus et disons que où ils promeuvent l'autonomie, où ils promeuvent ce que vous disiez, le sweet spot. Donc un petit peu l'équilibre au final entre ce que l'associé aime, ses compétences et les besoins de l'entreprise. Absolument. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit jusque-là. Mais une autre particularité de Gore, c'est que l'innovation est vraiment au cœur de l'entreprise. Pour revenir un petit peu sur Gore, en fait, l'entreprise a été fondée par Bill Gore et sa femme, Geneviève. Geneviève, c'est ça ? Oui, c'est ça. En 1958. On va passer assez rapidement sur l'aspect technique, mais en fait, ils ont exploité le PTFE, si j'ai bien compris. Donc, c'est le matériau qui sert d'isolant au câble électrique. Alors qu'il sert à beaucoup de choses, à vos joints d'étanchéité de vos robinets, à un isolant de câble, il rentre dans la composition de batteries à hydrogène, il rentre dans des petits évents qu'on met dans les phares de voiture, enfin il y a des tonnes d'applications différentes. C'est un produit qui est complètement inerte, qui va ne pas se dégrader dans la nature et être absorbé par vous, etc. Donc c'est quelque part un produit un peu miracle, je dirais, sur ses capacités à résoudre beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est génial, c'est que leur fils, lui, il a découvert le PTFE. Expansé, voilà, qui en fait est du coup à l'origine du Gore-Tex. Alors qu'on appelle Gore-Tex dans les vêtements, oui. Voilà, le tissu, au final, c'est les vêtements très utilisés par les skieurs. Je crois que les combinaisons des astronautes qui sont allés sur la Lune étaient en Gore-Tex, si je ne me trompe pas. En fibre de Gore-Tex. Vous avez donc les militaires, la gendarmerie, les pompiers, puis dans d'autres sports, hein, la course, le vélo, etc. C'est la membrane que l'on met à l'intérieur entre deux tissus. Pour venir donner un aspect, pour permettre de respirer, donc d'évacuer la transpiration, mais d'être étanche par rapport à la pluie. D'accord. Et justement, sur cette innovation dont j'étais en train de parler, en fait, vous laissez la place aussi aux associés. D'être eux-mêmes innovants. Et je pense qu'il y a un super exemple, notamment de quelqu'un qui, c'est des cordes de guitare. Il n'y en a pas un qui a réussi à créer des cordes de guitare. Oui, alors en fait, toute cette culture d'entreprise qui a été mise en place dès le début, c'était justement pour pouvoir favoriser cette créativité. Donc l'interaction entre les individus, le fait de valoriser les personnes qui sont compétentes, tout est fait pour créer ce vivier de potentiel d'innovation. Et effectivement, à l'époque, c'était ça a même démarré autrement. Ça a démarré avec une personne qui faisait du vélo et qui s'est dit qu'il en avait assez d'avoir les freins ou les câbles de changement de vitesse qui s'encrassaient à cause de quand il allait faire du VTT, etc. Et qui a eu l'idée à un moment donné de reprendre un revêtement qu'on mettait dans d'autres produits sur ces produits-là. Et ça a donné une gamme de produits qu'on a arrêté par la suite, mais de câbles de vélo et de câbles de freins de vélo recouverts justement de PTFE. Et puis je sais plus si c'est cette même personne ou une autre qui s'est dit à un moment donné, mais moi quand je fais de la guitare, je suis embêté parce qu'au bout d'un moment, ma corde de guitare va durcir à cause du sébum, la tonalité va changer puis elle va casser. Et qu'est-ce qui va se passer si je mets autour de ma corde de guitare ce revêtement PTFE qu'on a utilisé déjà pour les vélos et dans d'autres produits? Et en le faisant, elle s'est rendu compte que ça donnait quelque chose de super parce que la tonalité restait
restait, que la corde durait plus longtemps. Et ça nous a donné la gamme Elixir qui est maintenant à pignon sur rue pour tous les guitaristes. Ouais, c'est génial. Mais c'est une idée dans un garage, une personne qui est revenue vers Gore en disant mais moi j'ai ça comme idée, comme le joint dentaire à un moment donné, hein, on a fait du fil dentaire à base de Gore-Tex, activité après qu'on a revendu à Procter & Gamble parce que c'était pas forcément un marché, on était bon de faire du B2C comme on dit. Mais vous pouvez trouver chez Procter & Gamble ce fameux fil dentaire qui est à base en fait qu'on appelle Glide Floss, qui est à base de BTFE expansé. Non, c'est génial en fait de voir à quel point quand on laisse la place à la créativité, il y a de très belles choses au final qui arrivent, quoi. Et c'est pas forcément au niveau produit simplement, hein, parce que bon, nos produits, on veut que ça soit des produits qui vont améliorer la vie au quotidien, etc. Mais cette créativité, elle peut être dans ce qu'on fait au quotidien dans l'entreprise, c'est-à-dire des process, des façons de fonctionner. Il y a souvent de très bonnes idées qui ressortent que ce soit en fabrication, que ce soit dans des bureaux de vente, dans des structures internes, de personnes qui à un moment donné, mais on fait ça tout le temps comme ça. Si on faisait ça comme ça, et immédiatement, c'est pas repoussé, c'est une bonne idée, on en discute, si ça a un sens, on peut mettre des pilotes, et puis si ça a un sens, ça peut s'étendre au niveau de la région ou de l'entreprise. Donc cette créativité, elle est multiple. Ouais. Merci beaucoup Frédéric, c'est très intéressant tout ce qu'on a vu. C'est vrai qu'on aurait envie d'en parler pendant des heures, parce que j'imagine que c'est encore plus complexe, quoi. Une entreprise qui existe depuis 1958 sous le modèle de l'entreprise libérée mériterait peut-être qu'on y passe encore plus de temps. Mais c'est une introduction, disons, pour que les auditeurs puissent se renseigner aussi. Et puis, s'ils ont eux-mêmes des entreprises, qu'ils viennent vous voir, en fait. Avec plaisir, ils seront bien reçus. Je termine toujours les épisodes de Culture Entreprise par une citation. Est-ce que vous voulez bien me partager la citation que vous avez choisie ? Alors, il a fallu que je réfléchisse parce que notre fondateur, qui était un visionnaire, avait toujours des citations comme ça intéressantes. Et il y en a une que j'ai beaucoup aimée quand je suis rentré chez Gore. C'était, alors je vais la dire en anglais, puis on pourra essayer de la traduire. C'était flap your wings and one day you will fly. Et voilà. Alors en anglais, en français, c'est bouge tes ailes, bats des ailes et un jour tu voleras. Et je trouve ça génial. Ça veut dire que oui, tu vas grandir, tu vas faire des essais, tu vas faire des erreurs. Mais un jour, toute cette passion, ce fait de vouloir essayer, ça va payer et tu vas réussir. Et moi, ça résonne, comme on dit, beaucoup. Ouais, et ça fait partie, ça parle vraiment de ce qu'est la culture d'entreprise de chez Absolument, Gore. Ouais. Absolument. Bon, super, et ben merci beaucoup pour tout ce dont vous nous avez parlé, parce qu'on a appris plein de choses, hein, les leaders, du coup, les sponsors, mais aussi le sweet spot, et on a dit la ligne de flottaison qui fait partie de vos quatre, comment vous disiez, les quatre, c'est des valeurs, c'est les quatre principes, c'est nos principes de fonctionnement. Voilà. Tout à fait. Donc freedom, fairness, commitment et waterline. Waterline, voilà. Bravo. J'ai un peu triché, ils sont écrits juste derrière vous. Voilà. Non, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et puis, merci à vous également. Voilà. Et puis, une prochaine fois. Peut-être dans vos locaux. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.